Culture Soccer. Bonjour tout le monde et nous voilà pour un nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast. Je suis de retour pour cette semaine, Adi Raphaël, un des rédacteurs en chef, et je suis rejoint par mon co-rédacteur en chef, Anthony de Varenne. Salut Anthony, ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ouais, ça va bien. Écoute, ça faisait quoi? La semaine passée, c'était toi et Antoine. La semaine d'avant, c'était moi et quelqu'un d'autre. Puis là, ça fait quoi? 3-4 semaines qu'on n'a pas fait un podcast ensemble. Ouais. Donc, ça va être assez cool. Moi, je suis content de te retrouver, en tout cas. Ah, moi, le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé, c'est parfait. Écoute, aujourd'hui, Anthony, je suis content parce qu'on va parler un peu de ta ligue chérie, la USL Championship. Ça va être aujourd'hui le thème de ce podcast-là, cette USL Championship, parce que on est arrivé à la fin de la saison régulière. Et on débute les playoffs aujourd'hui même. On enregistre aujourd'hui le 10 octobre. On est 10 octobre le matin. Les premiers matchs vont se jouer ce soir. On va parler un peu de cette saison régulière spécifique de l'USL en parlant bien évidemment des effets de la pandémie parce que les choses ont un peu changé à cause de tout ça. Il y a quelques petites particularités qui sont quand même assez typiques de ce genre de saison-là et bien évidemment assez typiques du genre de la USL Championship où des fois c'est un peu fait comment dire, pas à la va-vite, mais c'est un peu c'est pas aussi organisé qu'en MLS vu le fait qu'il y ait énormément d'équipes bien évidemment, mais c'est un championnat tout est aussi excitant. Donc parlons un peu de cette saison-là. En premier, ce qu'on va faire, c'est la façon dont on va introduire tout ça, c'est qu'on va parler un peu des équipes qui ont raté les playoffs. Donc, les équipes qui sont... Bon, il y a des grosses surprises, donc des équipes qui étaient supposées être dans le top de la USL, qui n'ont pas réussi à se qualifier. Et tu as des équipes où on s'y attendait un peu, qui soient aussi bas. On va parler de tout ça en premier. Après, on va aller au top. Donc, ceux qui se sont qualifiés et les meilleurs, en tout cas, de tous ceux qui se sont qualifiés, en parlant de quelques joueurs aussi individuels. Donc, on va faire ça comme ça. Et c'est ça, on va vous introduire en même temps, pour ceux qui ne connaissent pas trop la ligue, la USL Championship, vous avez un expert de la sorte qui est Anthony de Varenne, qui va pouvoir vraiment vous expliquer un peu le tout et vous donner envie de suivre cette ligue-là, la division 2 de la division 2 en US Soccer. Donc, commençons en premier par ces équipes-là qui ont déçu. OK? Donc, on va commencer. C'est impossible de ne pas commencer avec l'histoire et l'actualité de la USL Championship maintenant, et qui est le San Diego Loyal. San Diego Loyal, c'est l'équipe qui est entraînée par nul autre que Landon Donovan. Vous vous rappelez de lui, un des meilleurs joueurs de l'histoire des États-Unis, Landon Donovan, qui est entraîneur de cette équipe. Malheureusement, cette équipe-là a fini à la 10e position dans l'Ouest et n'a pas pu se qualifier pour les séries vu que c'était les 8 premiers qui se qualifiaient. Par contre, il y a une particularité assez bizarre et les circonstances autour de cette non-qualification sont très, très, très nébuleuses, voire que... Est-ce qu'il pourrait y avoir des recours plus tard ou quoi que ce soit? Bref, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, Anthony. Si en premier, tu peux expliquer à nos auditeurs ce qui s'est passé et après, nous expliquer quelles seraient les actions ou les conséquences de ce genre de décision de la part USL Championship. Oui, exactement. Pour San Diego, on les a mis un peu dans les déceptions, mais c'est plus leur situation. Qui est une déception en tant que telle et vraiment pas leur équipe, parce que pour une équipe d'expansion, ils ont vraiment tenu tête à des équipes comme Phoenix, comme Orange County et même un LA Galaxy qui était flamboyant cette saison. Mais c'est ça, juste pour mettre en contexte, ils ont manqué les séries de 3 points. Parce que c'était les 2 premiers du groupe B qui passaient, à l'occurrence Phoenix et les Galaxy. Mais c'est ça, San Diego était à 3 points de se qualifier. Et si vous avez suivi les événements précédemment là, en USL, il y a quelques semaines, un joueur du LA Galaxy, qui n'est plus dans l'organisation, a fait une insulte raciste envers un joueur de San Diego.
Et San Diego se sont dit que nous ne voulons pas être dans un match où est-ce qu'il y a des insultes racistes, nous ne voulons pas participer. Donc, ils ont déclaré forfait et le match était à 1-1. Et c'est ça. Il y a quelques semaines, tout juste peut-être 2-3 semaines, il est arrivé un peu le même type d'événement à Phoenix. Cette fois-ci, une insulte homophobe dirigée vers Colin Martin, l'ancien joueur de Minnesota. Et c'est ça. L'insulte a été faite par Junior Flemings. Par après, l'entraîneur de Phoenix a un peu mal géré les choses. On a vu un discours du type il disait à London Donovan c'est des choses qui se passent au soccer, c'était vraiment bas comme discours. Et pour réagir à ça, San Diego a également déclaré forfait lorsqu'il menait 3-1. Donc, si on prend tous les forfaits et tout, au lieu de perdre 6 points, Phoenix aurait dû en gagner 4. Et LA Galaxy aurait dû en perdre au moins 2. Donc, San Diego, sans l'homophobie et le racisme dans le sport, serait présentement là, en série. Donc, c'est assez fou comme situation. Comme tu l'as dit, je ne sais pas comment la USL va réagir parce que une de leurs plus belles équipes en termes de marketing, en termes de valeur, si on suit avec ce qui s'est passé cette saison, et même lors de la dernière année, lorsqu'ils ont lancé leur projet et tout, s'est fait éliminer et c'est même pas à cause du sportif. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est une déception en tant que telle de pas les voir en série parce qu'ils le méritaient. Et c'est assez choquant quand on voit les événements que c'est un peu je veux pas dire que c'est les clubs au complet qui ont des mauvaises valeurs comme ça, mais au final, les deux clubs qui sont au-dessus de San Diego se sont qualifiés grâce à leurs insultes. Donc, c'est ça qui est assez choquant. Donc c'est ça. Et juste pour faire suite, il y a quelques jours, il y a eu une mise à jour du côté de Phoenix. Junior Flemings a été suspendu jusqu'à la fin de son contrat. Et l'entraîneur va aller faire l'entraîneur qui, selon moi, c'était peut-être lui qui avait les propos les plus choquants en disant que c'était normal, que c'était des choses qui arrivaient. Lui, il perd pas son poste et va seulement faire on pourrait dire des formations pédagogiques là, pour essayer de cheminer là-dessus. Donc, c'est pas mal ça du côté de San Diego. Juste en dessous d'eux, il y avait également Orange County. C'est une autre déception. Cette fois-ci, vraiment plus dans le côté sportif parce que si on se fait à la saison 2019, là, les Galaxy, là, c'était pas très, très fort. Là. Les Galaxy avaient fini, si je ne me trompe pas, 9e et Orange County 5e. Donc, Orange County aurait été supposé là, vraiment mieux faire. Moi, je m'attendais à les voir 2e ou avec une chaude lutte avec San Diego. Et je pense même que c'était un peu qu'est-ce qu'on se disait là dans le bilan de mi-saison. Je pense que c'est Orange County qui menait avec Phoenix. Donc, c'est une autre déception. Mais cette fois-ci, là, il y a pas d'extra sportif. C'est vraiment juste par le sportif. Ouais, exactement. Écoute, c'est quand même assez bizarre de voir la USL ne pas sévir, ne rien faire par rapport à tout ça. Est-ce que toi, ça t'a étonné? Est-ce que tu aurais aimé avoir une certaine intervention de la part de la Ligue, la USL Championship? Parce que, je sais pas, c'est quand même bizarre, surtout dans le contexte actuel, après tout ce qui s'est passé aux États-Unis et tout ce qui se passe encore aux États-Unis, avec ces insultes racistes et homophobes dans les autres sports. Il y a beaucoup, même en MLS, hein, on va pas très loin, même dans le soccer, on a beaucoup, MLS a basé un peu sa façon de faire sur le message qu'on veut pas de racisme et ainsi de suite. Puis on voit que juste dans l'étage inférieur, il y a du racisme, puis ça passe un peu inaperçu, puis même que l'équipe qui est malheureusement qui est affectée par ça, elle est doublement affectée parce qu'elle perd des points et elle rate les séries. Est-ce que tu trouves ça bizarre et est-ce que tu penses que la USL Championship aurait dû faire autre chose? Ouais, j'y pensais justement dernièrement. Je me disais comment la USL aurait pu réagir. C'est sûr la USL aurait dû donner des suspensions plus sévères. Je pense que par exemple, un joueur comme Junior Flemings, 6 matchs, c'est pas vraiment une peine exemplaire.
Mais moi, je pense que la USL ne peut pas vraiment renverser un forfait ou des choses comme ça. Moi, je pense que qu'est-ce qui aurait dû être fait, c'est du côté de Phoenix, du côté de LA Galaxy, au lieu de prendre les points, déclarer forfait également ou quelque chose comme ça, juste pour pas avoir les points qui lui sont non dus, comme Phoenix. Je pense qu'ils étaient fâchés. Je pense que la majorité des personnes réalisaient pas ce qui venait de se passer. Et en perdant 3-1, ils sont partis avec les 3 points. Donc, c'est vraiment pas mérité. Et je pense que qu'est-ce qui aurait été juste, c'est peut-être eux aussi déclarer forfait. Je sais pas ça aurait été quoi la réglementation dans ce cas-là. Mais c'est ça. Au moins, il y aurait eu partage des points ou quelque chose du genre. C'est vraiment décevant que San Diego Loyal aussi, la victime, et on sait que c'est pas la seule victime dans ce genre d'attaque, mais dans le groupe B, ça a été San Diego la victime, et à 2 reprises, et finalement, c'est à cause de ces insultes-là, à cause de ces attaques-là, qu'ils sont éliminés, et ça, je trouve que c'est inacceptable, surtout que c'était une des plus belles expansions dans les dernières années. Ils ont réussi à tenir tête à des équipes comme je l'ai dit tantôt, Orange County, Phoenix. Donc vraiment, là, c'est décevant parce que c'est un peu, quand on voit les meilleures équipes de USL partir et tout, c'est un peu le futur de la USL qui est en San Diego comme vedette, et je trouve que la USL, c'est ça, a peut-être mal agi, là. Ouais, effectivement, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai une autre solution un peu qui aurait pu être faite. Complètement, moi, j'aurais annulé les matchs. On a vu que dans cette saison un peu bizarre de USL à cause de la pandémie, on a plusieurs équipes qui n'ont pas joué les 16 matchs au complet. On pense à New Mexico, Tulsa, ou même London United, ou Memphis, North Carolina. Donc, il y a plusieurs équipes qui n'ont pas atteint les 16 matchs. Par contre, ce qu'ils ont fait pour se qualifier aux séries, ils ont fait, pour voir qui se qualifie aux séries, ils ont fait un point par match pour pouvoir un peu faire le classement. Donc, c'est pour ça que tu as un peu des débalancements un peu dans ce classement-là. Moi, j'aurais fait la même chose. Donc, pourquoi donner les 3 points aux LA Galaxy 2? Pourquoi ne pas juste complètement annuler ce match-là? À ce moment-là, on aurait eu Galaxy avec 23 points en 15 matchs, San Diego avec 23 points en 15 matchs aussi. Et à ce moment-là, ce serait joué au différentiel de but. Et là, on aurait eu San Diego qui aurait passé devant le LA Galaxy. Et c'est là où moi, je pense que la USL Championship aurait dû intervenir, parce que ce n'est pas normal que tu pénalises une équipe quand tu es dans une situation actuelle, surtout dans l'actualité, que ce soit dans l'actualité ou non, en fait, quand tu y penses, mais quand tu es dans une situation où il y a ce genre d'accusation d'homophobie ou bien de racisme, je trouve que c'est pas normal que la Ligue pénalise une équipe sur une autre. Et ça, c'est mon point de vue. Je sais pas si c'est ce que tu en penses, toi, Anthony. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment d'accord avec toi. J'aimerais rajouter sur ce cas-là. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment la morale que la USL donne en ce moment. C'est que lorsque tu es victime d'insultes ou d'attaques qui font que tu n'as plus la tête à jouer, tu T'es prends un pénalisé. forfait. Ouais, c'est ça. Tu t'es pénalisé. Et je pense que c'est même pas comme ça que la USL a pensé, mais c'est que à chaque jour qui passait, tu peux pas revenir 2 semaines en arrière et dire finalement, ce match-là, on va leur mettre 1 point, on va leur mettre 3 points. La USL a tout simplement pas agi assez rapidement, et je pense que ça va leur servir de leçon. J'espère que ça va pas réarriver dans le futur, mais c'est ça, vraiment. Après, une fois, tu dis, OK, la USL était pas prête. La deuxième fois, j'ai de la misère, mais c'est ça, c'est tout le temps les protocoles d'enquête pour voir qu'est-ce qui est vraiment arrivé, qui fait qu'au final, quand ils ont le résultat final, qu'ils savent qu'il y a eu une faute commise, j'ai l'impression qu'il est déjà trop tard pour dire, on vous remet 3 points, parce que rendu là, c'est un peu, c'est ça, je trouve que ça se fait pas 2-3 semaines après remettre un point en enlever. Je pense que ça aurait dû être fait le soir même ou le surlendemain, là. En tout cas, on verra ce qui va suivre de tout ça. S'il y a des possibilités aussi que San Diego n'en reste pas là, et aille peut-être faire appel de tout ça, aille du côté juridique aussi, et peut-être accuser un peu la USL Championship de leur avoir fait manquer les séries. J'ai pas entendu de rumeurs ou quoi que ce soit, mais sincèrement, si moi j'étais le dirigeant de San Diego Loyal, j'aurais fait ça, parce que c'est pas normal en fait ce point de vue-là. Mais passons à autre chose. Donc on a parlé en fait de
deux équipes quand même des équipes qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent les séries. C'est San Diego et Orange County. Mais on a aussi d'autres équipes. Ça a été très, très surprenant de les voir en dehors du tableau des séries. En premier, ben écoute, le champion sortant, les Real Monarchs, 11 points en 16 matchs. Anthony, comment tu peux passer d'être champion de USL Championship à une équipe qui n'arrive même pas à avoir un point par match, qui marque 14 buts, qui en encaisse 25 en 16 matchs? Qu'est-ce qui se passe du côté des Real Monarchs? Est-ce que tu penses que c'est toute l'histoire qui s'est passée avec le propriétaire a influencé ça? Ou est-ce que tu penses que c'est juste un manque de qualité au sein de cet effectif? Ouais, je pense que c'est juste un manque de qualité, même si les événements là, autour du propriétaire les a peut-être affectés. Mais vraiment, c'était un peu la dynamique allait vers ça, même avant ce qui s'est passé avec au Real Salt Lake avec le propriétaire c'était assez choquant, mais non, c'est ça. J'en avais parlé même dans le guide de début de saison, c'est que les Monarchs, fallait voir c'était qui allait arriver de l'académie pour remplacer des gros noms. On se rappelle, Michael Chang est parti avec l'équipe première, il le fait très bien. Douglas Martinez, c'est la même chose. David Ochoa n'est plus aussi présent. Pour ajouter à ça, il y a plusieurs joueurs, des joueurs importants qui sont partis dans d'autres équipes de USL, peut-être parce qu'ils ont vu que même avec la meilleure saison de leur carrière, le Real Salt Lake répondait pas présent pour le contrat, fait qu'ils se sont dit bon ben on va aller ailleurs en USL où est-ce qu'il y a peut-être un peu plus de fans. Mais c'est ça, comme par exemple Colin Ryden est parti au New Mexico United, donc les Monarchs ont perdu un grand nombre de joueurs importants et ça fait que ça fait qu'on fallait mettre tous nos espoirs dans les joueurs de l'académie et ça s'est malheureusement pas ça a pas été concluant. Je pense que c'est un peu cyclique, un peu. Même chose avec les Red Bulls. Lorsqu'ils avaient gagné le championnat il y a quelques années, l'année d'après, ça avait été un peu plus difficile, si je me rappelle bien. Pas autant que les Monarchs, ça, c'est assez intense ce qui s'est passé. Mais non, c'est ça, c'est vraiment. Je pense que c'est exclusivement un manque de qualité. Il ne faut pas aller essayer d'aller chercher l'extra sportif là-dedans. Je pense vraiment qu'ils ont eu du mal à s'ajuster et tout. Donc, non, ça a été une saison difficile et je pense qu'ils vont essayer de l'oublier. Là. Même au niveau individuel, là, il n'y a pas eu de grosses performances. Le meilleur buteur en 16 matchs, c'est Kyle Coffey avec 3 buts. Et au deuxième rang, c'est Tyler Pay avec 2 buts qui est un latéraux. Donc, vraiment, là, c'est pauvre. Et non, je pense qu'il leur manquait un peu la touche là, étincelante qu'ils avaient lors des dernières années. À une époque, c'était Chandler Hoffman qui apportait cette touche. La saison dernière, c'était Michael Chang et Douglas Martinez. Mais cette année, ils sont arrivés avec aucun joueur qui peut vraiment là, changer le match à son compte en une seule action. Ils n'avaient pas ce genre de joueur-là, malheureusement. Le joueur qui fait la différence, quoi. Il n'y avait personne qui pouvait faire la différence dans cette équipe-là, alors. Oui, exactement. Il y avait seulement des joueurs moyens, voire faibles. Et c'est ça a été une dure expérience pour Jamison Olave, l'ancien joueur du Real Salt Lake. Là. Je pense qu'il va avoir beaucoup appris de cette saison-là. Je perds pas espoir pour cette équipe-là. J'ai comme l'impression qu'ils vont essayer d'aller rechercher des joueurs de USL parce que c'est un peu ça qu'ils avaient fait. En plus de la formation, ils allaient chercher des très bons joueurs en USL. À une époque, Mastakachar est arrivé de Colorado. Michael Chang, qui est désormais le Real Salt Lake, est arrivé de Charleston. Donc, c'est des choses comme ça que je me dis, peut-être qu'il pourrait repartir cette politique-là, former et aller chercher les plus gros potentiels de USL. Par exemple, là, un joueur qui pourrait très bien aller là, avec le Real Monarchs, c'est Zeko Lewis, l'international bermudien, là, mais il me semble que je le verrais bien au Real Monarchs, mais
si jamais si ça se fait, je pense pas que ça va se faire, mais si ça se fait, vous l'aurez entendu en premier sur Culture Soccer. Exactement. En tout cas, on va voir et il faut voir aussi quelle est la vision que va prendre l'organisation en tant que telle parce que, comme on l'a dit un peu plus tôt, il y a un changement de propriétaire. On va voir s'ils vont garder cette même vision-là avec les Monarchs. En fait, parce que tout le conglomérat le conglomérat, c'est les Monarchs avec Real Salt Lake et aussi l'équipe féminine dont j'oublie le nom assez souvent qui joue en NWSL. Les Utah Royals. Les Utah Royals, exactement. Donc, on va voir si il va y avoir une nouvelle vision pour ces trois équipes-là qui vont être sous nouveau pavillon, en tout cas. Donc, on verra s'il y aura des changements de ce point de vue-là. Mais c'est intéressant de voir que si jamais ils gardent leur vision qu'ils ont, qu'ils peuvent garder le même modèle. Et tu as donné un très bon exemple de la manière et de la façon dont ils devraient s'y prendre. Passons à d'autres équipes aussi qui ont été quand même assez surprenantes. Juste très rapidement, un petit mot sur les Colorado Springs Switchbacks avec l'ancien entraîneur de FC Cincinnati, Alan Koch, qui n'ont pas réussi, n'ont pas été bons pourtant, malgré un recrutement assez clinquant, n'est-ce pas, Anthony? Oui, exact. Je m'attendais vraiment à peut-être pas les voir dans le top 2, mais peut-être se battre un peu plus vigoureusement. Là, ils sont à 14 points de la deuxième place de New Mexico. Et c'est ça, ils avaient bien recruté avec un George Lebeze, un joueur sud-africain. Il est allé chercher Mamadi Camara. Donc, c'est plein de joueurs comme ça avec plein de potentiel. Et pourquoi ils faisaient ça? C'est parce qu'ils ont un nouveau stade qui arrive. Ils voulaient un peu, là, comment on peut dire ça, essayer de rapporter des supporters au stade, des choses comme ça. Donc, mais ça a été un flop, un flop total du côté des Colorado Springs. On parlait des Monarchs il y a quelques instants en disant que c'était décevant, mais Colorado est pas loin, là, c'est 2 points. Ils sont juste 2 points au-dessus. Et ça avait été difficile la saison dernière, mais là, ça a encore été difficile. Je pense que c'est tout simplement un échec. Au moins, Hayden Daniels a fini deuxième meilleur buteur. C'est un joueur que j'en attendais quand même un peu. C'est pas impressionnant, là. Il a fini avec 3 buts, mais vraiment, c'est un joueur que moi, je suivais parce que c'est un joueur qui a été formé à Toronto, qui a même eu la chance de jouer un match avec Toronto. La saison dernière, il était avec le Fury, il avait quand même bien fait. Je pense que c'est le genre de joueur que Daniel attendait en CanPL. Et non, c'est vraiment, il a fait une saison moyenne, mais c'est vraiment George Lebeze qui a déçu avec très peu de production. Là. Il a fait 2 buts en 16 matchs. Donc, c'est une saison, encore une fois, à oublier pour Colorado. Ouais, effectivement, une autre saison à oublier pour Colorado. Mais il y en a aussi d'autres surprises et tu sais, on en a eu beaucoup cette année en USL. La première, Indy 11, pour toi, Indy 11, quand on a fait le guide de la saison avant le début de cette saison de USL, pour toi, Indy 11, c'était une des meilleures équipes de USL. Écoute, 23 points en 16 matchs, 1,44 points par match, 21 buts marqués, 19 buts encaissés, 9e de la conférence de l'Est. Ils ratent les séries à 2 points, tandis qu'on s'attendait à les voir plus entre la première et la troisième position. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Indy 11? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dur à dire, vraiment. Je pense que ça a été un échec collectif. Il n'y a pas vraiment de raison. Vraiment, ça allait bien et à un moment donné, les choses ont commencé à dégringoler de façon assez hallucinante là, du côté du Indy 11. C'est ça, il était là, dans les premières positions. Et c'est ça, dans les derniers matchs, là, ils ont fait... si par exemple, on prend là, les 8 derniers matchs, ils ont eu seulement là, 2 victoires, 1 nul et 5 défaites. Tu peux pas te permettre ça là, en deuxième partie quand tu veux être parmi les meilleurs. Et d'un autre côté, c'est ça. On pensait que Sporting Kansas City 2 allait être beaucoup moins compétitif. Je pense que ça n'a pas aidé le Indy 11. Et Saint-Louis a comme eu la chance du désespoir. Ils ne voulaient pas finir leur histoire sur cette saison de COVID sans playoffs. Donc, non, c'est vraiment décevant pour le Indy 11.
on reste quand même sur de bonnes individualités. Par exemple, un Taylor Pasher avec 10 buts en 15 apparitions, c'est vraiment incroyable, mais c'est ça, il y a juste lui. Le deuxième meilleur buteur, c'est Neville Aksha, qui est un latéraux. Donc, ça vous montre que vraiment Taylor Pasher a tenu l'équipe sur lui. Un Andrew Colton, qu'on attendait beaucoup, seulement un but en 14 apparitions. Donc, c'est vraiment Pasher qui a tout fait. Et il n'était pas aidé, mais pas du tout. Donc, on attendait beaucoup du Indy 11, mais malheureusement, il n'y avait pas de buteur pour mettre les chances pour mettre les occasions dans le fond du filet. Il y avait juste notre ami Taylor Pasher, le Canadien, que j'espère qu'il va avoir sa chance. Peut-être en MLS, parce que à chaque saison là, il fait des individualités que je me demande comment il peut faire ça. On l'attendait vraiment pas à ce niveau-là. Et donc c'est ça, Andy Levin, il a manqué d'atouts offensifs pour aider Pasher, et d'un autre côté, c'était pas la même défense que c'était la saison dernière, là, parce que oui, Indy 11 la saison dernière, souvent ça marquait dans les derniers instants de la rencontre et tout. Mais là, vraiment, souvent, ils encaissaient pas du tout. Et cette saison, il y a juste eu trois clean sheets, 3 blanchissages. Donc, je pense que c'est ça, ils encaissaient un peu trop, même si ça reste une bonne défense. 19 buts encaissés en 16 matchs, mais c'est ça, ils encaissaient un peu trop pour les attaquants qu'ils avaient là, à l'autre bout du terrain. Parfait, parfait. Et puis après, on a les deux équipes, un peu les deux réserves d'MLS qu'on s'attendait à ce qu'ils passent. C'est les New York Red Bulls 2 qui ratent les séries et pas à peu près, hein, avec juste 15 points en 16 matchs, 14e de la conférence Est. Et ce qui est encore pire, c'est les Portland Timbers 2, qui étaient une des meilleures équipes de l'USL l'année passée. Ils finissent avant-dernier de la Ligue avec 9 points en 16 matchs, 20 buts marqués, 50 buts encaissés, la pire défense de la Ligue. Comment ça se fait qu'on passe d'une équipe en USL qui fait partie, je pense, 3e ou 4e l'année passée des Portland Timbers, au dernier à encaisser 50 buts. Et d'un autre côté, comment on fait pour les New York Red Bulls, super connus, dont on louange très souvent leur centre de formation XYZ, en disant que c'est des dieux vivants, ainsi de suite, puis les voir complètement manquer les séries, complètement manquer la saison. Qu'est-ce qui se passe du côté des réserves MLS? Ça a l'air qu'ils ont juste plus le niveau pour être dans cette ligue-là, non? Oui, exactement. Ils ont plus le niveau. Et c'est ça. Juste pour faire une petite erreur, c'est moi qui t'ai induit en erreur là, dans la préparation, mais Portland, ça allait très bien la saison dernière, mais ils se sont totalement échoués dans les derniers matchs. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un peu descendu dans le classement, là, mais pendant une longue période de la saison, c'est ça, ils étaient autour de la 4e, 5e place. Et c'est ça. Moi, je m'attendais à ça cette saison-ci. Mais malheureusement, là, un peu avant le début de la saison, il y a eu plusieurs départs. Il y a eu leur meilleur buteur, Forrest Langsdorff, qui est parti à Reno. Sinon, il y a eu des joueurs comme Riaz, Zambrano, Williamson, qui étaient des habitués de la réserve, que vraiment, on a vu qu'ils prenaient une place plus importante dans l'équipe première. Donc, vraiment, c'est ça qui a causé la perte des Timbers, un peu comme a vécu le Real Monarchs. Donc, quand ta réserve va bien, tes meilleurs éléments, ils partent, tout simplement. Et c'est ça qui est avec les Timbers, donc un peu dans le même style que les Monarchs. Et c'est plate à dire, mais la tendance se maintient avec les Red Bulls également. Vraiment, ça allait quand même bien la saison dernière. Et c'est ça, on l'a vu avec avec la reconstruction. On a vu des joueurs importants partir, Robles, BWP, et pour les remplacer, les Red Bulls sont allés chercher dans leur réserve. Et on a vu que ça n'a pas très bien marché jusqu'à présent, mais c'est ça. Donc, ça fait que la réserve a perdu ses meilleurs éléments. Est-ce le rôle d'une réserve? Oui. Est-ce que les dirigeants de la réserve auraient dû trouver un plan B? Je pense que oui, parce que sinon,
si on regarde ça cette saison, il y a vraiment pas de réserve qui a passé le cap pour aller dans les séries. Les 8 équipes dans chaque conférence, c'est on pourrait dire des équipes originales. Donc, on commence à se poser la question, est-ce qu'on ferait pas mieux de vraiment mettre les réserves en League One? Parce que c'est ça, ça donnerait la place à des équipes peut-être plus originales, on pourrait dire, et peut-être ça relèverait le niveau, parce que oui, tu peux être bon une saison, mais les meilleures équipes gardent ce momentum-là plus qu'une saison, là. Par exemple, les Pittsburgh, là, ça fait 2-3 saisons là, qu'ils sont au top. Louisville, ça fait depuis leur création. Les Roadies, c'est rare qu'ils font une mauvaise saison. Phoenix, c'est la même chose. Donc, il y a cette constance-là dans les équipes originales que je ne retrouve pas dans les équipes réserves. Et c'est pas de leur faute. C'est leur but premier qui est divergent des autres. Donc, ça serait peut-être... Pour vrai, je n'étais pas forcément d'accord avant avec la saison qu'on vit, avec les équipes réserves, à part le LA Galaxy qui s'est qualifié, là, mais les autres, là, ça va pas très bien. Et le LA Galaxy, la saison dernière, ils étaient 9e. La saison d'avant, je pense qu'ils étaient derniers. Donc, c'est pas dans les. C'est pas récurrent de les voir au plus haut niveau. Donc, vraiment, je pense que c'est la première saison que je me demande vraiment si les réserves seraient pas mieux là, en League One. Et quitte à promouvoir des équipes de League One en Championship. Il y aura des beaux clubs dans cette division et je pense que ça serait bien de les voir en Championship. Je pense à un club que tout le monde doit connaître sans pour autant connaître la League One, mais un club comme Forward Madison, ça peut être intéressant de les voir en Championship à l'Est, des choses comme ça. Donc, non, c'est une saison en général très décevante pour les réserves de cette saison. Ouais, effectivement, très, très, très décevante. Et c'est sûr, tu as relancé quelque part le débat avec est-ce que les réserves de MLS méritent d'être dans cette ligue-là? Peut-être la MLS devrait penser à créer une ligue des réserves ou quoi que ce soit. Tu as pensé à aller voir en Ligue 1 aussi, c'est une solution. Bref, il y a quelque chose qui doit être fait de ce point de vue-là parce que c'est pas normal. Il y en a plusieurs des réserves MLS dans cette ligue-là. Puis il y en a juste une seule qui s'est qualifiée pour les séries cette année, elle est Galaxy 2, et on connaît en plus les circonstances, ils n'auraient même pas dû être là. Donc il y en aurait eu 0 sur les 16 équipes qualifiées. On a parlé un peu des déceptions, on va passer un peu aux équipes qui ont impressionné. C'est sûr qu'on avait dit un peu plus tôt, dans les déceptions, on avait Indy 11 qui était supposé être dans le top, on va dire 8 peut-être de cette USL Championship au complet, si on met les deux conférences ensemble. Finalement, et on s'attendait surtout que Phoenix survole ce championnat-là. Phoenix Rising, qui avait survolé déjà le championnat l'année passée, on s'attendait qu'il fasse de même cette année. Ça a été beaucoup plus serré parce que en l'espace de 3 points, juste en 3 points, tu as 7 équipes, qui sont là. Donc 7 équipes de USL, il y a 3 points de différence. En premier, on a Reno 1868 FC. Juste après, on a 3 équipes avec 35 points. Donc, Reno a 36. Phoenix, Louisville et Hartford avec 35 points. Puis juste après, tu as Pittsburgh avec 34 points. San Antonio et les Rowdies de Tampa Bay avec 33 points. C'était serré, Anthony. Est-ce que pour toi, c'est surprenant de voir autant d'équipes à 3 points d'écart au sommet de la USL Championship? Je pense que c'est pas vraiment surprenant du fait que les équipes, la majorité de la saison, ont joué pas mal contre leur groupe. Donc, si, admettons, une équipe était dans une phase négative, elle se faisait battre chaque match et tout. Donc, je pense que c'est pas trop surprenant de voir que vraiment, par exemple, à l'Ouest, les premiers se séparent de seulement 4 points. Donc, il y a Reno à 36, Phoenix à 35, San Antonio à 33 et El Paso à 32. C'est ça. Je pense que c'est plus le fait qu'ils étaient dans des plus petits groupes. Donc, les faibles se faisaient intimider, on pourrait dire. Et donc, c'est ça. Mais non, on a vu un Phoenix beaucoup moins dominateur cette saison. Je sais pas si on l'avait dit la saison dernière que ce qui a mené à leur perte.
c'est le fait qu'ils étaient tellement flamboyants durant la saison qu'ils sont arrivés épuisés en playoff. Donc, je ne sais pas s'ils ont essayé de faire un peu plus tourner. Par exemple, je vois qu'un Solomon Asante, qui avait été le meilleur buteur, le meilleur passeur de la Ligue, cette saison, il a été un peu plus tranquille avec seulement 6 buts en 14 matchs, mais a quand même desservi 9 passes décisives, donc c'est pas mauvais. Mais non, c'est ça. Phoenix un peu moins étincelant. Et ça s'explique du fait que sur la route, ils ont eu de la difficulté. Là. Seulement 3 victoires, après ça 2 nuls, 2 défaites en 7 matchs sur la route, tandis qu'à domicile, c'est 8 victoires et un match nul. Donc, je pense que c'est un peu ça qui a causé leur saison un peu plus difficile, quoique pratiquement excellente. C'est ça, c'est le fait qu'à l'extérieur, ça a été un peu plus difficile. Sinon, vraiment, Reno, qui finit premier de l'Ouest avec 36 points, là, c'est assez impressionnant. Je ne les attendais pas à ce niveau-là. J'avais même peur que cette saison, ils les régressent. Donc, j'ai été agréablement surpris. Sinon, c'est ça. Reno est premier de la Ligue, hein, pas juste de l'Ouest, premier de la Ligue au complet. Ouais, exact. Donc, sont vraiment là, ils ont vraiment très bien fait. Vraiment, ils ont pratiquement fait un sans faute là, avec 36 points. Et après ça, si on regarde les autres groupes rapidement, c'est sûr que voir un Tulsa à 25 points, moi, ça me rend heureux. Parce que c'était une équipe qui avait fini dans les 3 derniers de l'Ouest la saison dernière. Et on voit que la restructuration est possible pour un club. Ils ont changé de propriétaire, ils ont changé de branding. Ils ont gardé le même entraîneur, mais les joueurs, là, c'était pas le même noyau de joueurs clés. Et on voit que ça a réussi avec 25 points. Donc, ils ont réussi à battre les Austin Bulls. San Antonio, vraiment, c'est très surprenant de les voir aussi haut. Sinon, dans le groupe C, je pense que c'est un peu normal. El Paso, New Mexico, c'est deux des expansions de la saison dernière et vraiment, ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient en la saison dernière. Donc, vraiment, c'est une belle brochette de qualifiés à l'Ouest, à part dans le groupe B. Parce que c'est San Diego qui aurait dû l'être. Ouais, effectivement, San Diego, on en a parlé un peu plus tôt, complètement raison par rapport à tout ça. Juste une petite question quand même par rapport à ça. Bon, on a deux équipes qui, si je me trompe pas, tu me corrigeras si j'ai tort, deux équipes qui vont disparaître bientôt, qui sont Saint-Louis et Austin Bold et Saint-Louis FC, si je me trompe pas. Est-ce que j'ai raison? Du côté de Saint-Louis, ça a été confirmé, mais du côté de Austin Bold, Pas encore. c'est ça, pas encore. Je suis pas vraiment certain si c'est terminé ou pas. Mais reste que ça va être difficile de survivre avec Austin qui arrive là, en Avec MLS. Austin qui arrive en MLS, effectivement. Donc, si jamais tu as Saint-Louis FC bon, on connaît un peu l'historique de Saint-Louis, qui était une équipe qui marchait très, très bien en USL, elle se qualifie pour les playoffs. C'est quand même une belle histoire hein, de savoir qu'ils se qualifient pour les playoffs, en espérant qu'ils aillent un peu plus loin encore aussi pour un peu alimenter cette belle histoire-là pour leur dernière saison en USL Championship. Et du côté de Austin Bold, si jamais il s'avère que c'est confirmé et qu'ils n'existeront plus l'année prochaine, ce serait quand même assez décevant de sortir un peu dans l'anonymat après une saison COVID assez difficile. Un petit avis par rapport à ces deux équipes-là? C'est sûr que Austin Bold, on n'a pas eu la chance de les connaître, de vraiment là, avoir une histoire avec eux. Si ça s'arrête que ça s'arrête cette saison, malheureusement, on a pu les voir seulement deux saisons et demie, on pourrait dire, avec la COVID. Donc, moi, personnellement, j'ai pas eu le temps de m'attacher à eux. Ça n'a jamais été dans mes favoris de USL. Donc, vraiment, Austin Bold, je serais pas beaucoup affecté à part le fait pour les supporters que sûrement qu'il y en a qui vivaient pour le Bold. Il y a toujours ce genre de supporters. Donc, déçu pour la USL s'ils partent, mais ils n'ont jamais eu on pourrait dire, là, un impact marquant dans cette ligue. Mais pour Saint-Louis, c'est sûr que c'est triste parce que c'est une équipe ça faisait comme un bout que ça marchait en premier lieu à l'Ouest.
puis à l'Est. Et vraiment, là, c'était un bon club de USL. Il n'a jamais été dans le top 2, dans le top 3 à chaque saison, mais a tout le temps été juste en dessous. On s'était habitué à eux. Donc, c'est décevant de les voir partir. Je comprends un peu le principe qu'il y a une équipe de MLS qui arrive bientôt, donc ils veulent pas dans leur communiqué, en mi-saison, ça ressemblait plus du fait on veut pas mettre de l'ombre sur l'équipe de MLS, mais moi je pense qu'ils ont tout simplement peur de eux aller dans l'ombre. Donc vraiment, et on pourrait dire qu'ils partent la tête haute, mais je sais qu'il y a beaucoup de supporters des divisions inférieures qui ont été déçus de l'annonce. Qui ont aussi un club de USL et on sait qu'il y a une équipe qui arrive dans la ville en MLS prochainement. On espère toujours que notre club va devenir une réserve, des choses comme ça, qu'on va garder nos joueurs, mais non. Et vraiment, pour les supporters de Saint-Louis, ça va être difficile de dire adieu à une vingtaine de joueurs. Là, et grande chance c'est qu'il n'y en aura pas un dans le club MLS, puisqu'il n'y a pas vraiment de relation entre les deux. Donc, vraiment, je suis sûr que les fans de Saint-Louis là, vont vivre là, chaque seconde des prochains matchs. Et ça risque d'être assez difficile là, comme premier match. Ça va être intéressant, on va en parler un peu plus tard. Mais non, vraiment, je suis sûr que les supporters là, vont profiter là, du prochain match et peut-être des potentiels autres. Ouais, effectivement. En tout cas, on verra par rapport à ça. Donc, maintenant, on a parlé un peu de cette saison régulière. Parlons un peu des playoffs. Tu peux nous présenter un peu le format des playoffs, comment il va être, qu'est-ce qui va se passer? Parce que on sait, il y a la particularité que, bon, c'est la USL, donc on essaye de réduire les déplacements. Mais là, en plus, avec la pandémie actuelle, on est encore plus de réduire, pas seulement pour les coûts de déplacement, mais aussi de réduire à cause qu'on ne veut pas propager le virus en tant que tel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le format de ces playoffs USL? Oui, en fait, là, à l'Ouest, le groupe A et B sont quand même proches. Le groupe C et D également, et dans l'Est, c'est le groupe E et F et GH qui sont en proximité. Donc, la USL, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est que, par exemple, si on prend à l'Est, Louisville qui a fini premier du groupe E, elle va affronter Pittsburgh, qui a fini deuxième du groupe F. Et du même fait, Hartford va affronter Saint-Louis. Donc, même si ça devient des matchs pas seulement de groupe, ben, on garde une certaine proximité géographique. Par exemple, Reno va affronter les Galaxies. Donc, une équipe du Nevada va affronter une équipe de Californie. Tandis que Phoenix, en Arizona, va affronter un Sacramento qui est en Californie. Donc, c'est quand même c'est assez proche là, en termes de proximité. Donc, vraiment, c'est ça, la USL respecte un peu les consignes. Même si je pense qu'aux États-Unis, ils n'ont pas les mêmes consignes gouvernementales qu'au Canada. Mais vraiment pas. Mais c'est ça, c'est sûr que les choses ont commencé peut-être à se gâter, là, rendu aux demi-finales. Mais non, pour l'instant, ça va bien. Mais ceci, par exemple, une équipe comme Hartford vient affronter, je sais pas moi, Tampa Bay en demi-finale ou en demi-finale, ça va faire quand même un gros voyagement là, du Connecticut en Floride, là, c'est assez loin. Et par la suite, il va y avoir une finale entre les deux conférences si les choses restent comme elles sont d'habitude. Donc c'est ça, ça va être assez des gros voyagements, mais je suis content que la USL, pardon, essaie de limiter les déplacements là, le plus possible. Oui, effectivement, mais c'est normal et c'est la réalité de nos jours, hein, donc on comprend ça très très bien. Passons un peu à ces joueurs-là qui ont vraiment été très bons durant la saison régulière et qui pourraient de nouveau continuer sur cette lancée-là lors des séries éliminatoires. Donc si je vais voir un peu le classement des buteurs, on a Julian Flemings, meilleur buteur de cette saison USL avec 14 buts en 16 matchs, ce qui est quand même assez bon.
Du côté des LA Galaxy 2, Augustine Williams avec 13 buts. Peut-être que ce serait bien qu'il monte avec l'équipe senior, mais bon, ça c'est autre chose. Dane Kelly de Charlotte Independence qui est là aussi avec 11 buts. Rufat Dadashov aussi de Phoenix Rising, dis donc, qui est là aussi avec 11 buts. C'est quand même des équipes. Et en plus, Cameron Lancaster, ton chouchou, qui est là avec 10 buts aussi, tout comme Foster Langsdorff aussi avec 10 buts. Est-ce que ces joueurs-là, tu penses, vont être ces buteurs-là qui vont venir marquer aussi autant de buts ou être aussi dominants et déterminants lors de ces playoffs-là? Ouais, ben, le premier, Junior Fleming, ça va être difficile avec sa suspension. Ouais, c'est vrai que maintenant, il est suspendu. C'est lui qui a fait des attaques verbales à Colin Martin. Ouais. Mais c'est vrai que et ça leur enlève leur meilleur élément. Donc, pour Phoenix, ça va être assez difficile, je crois. Même s'ils ont le potentiel de s'en sortir tout de même, là, mais un Augustin Williams a été parfait cette saison. Je suis sûr qu'il va causer beaucoup de mal là, à Reno. Mais vraiment, non, c'est ça. Après ça, Dan Kelly avait eu des saisons peut-être un peu plus difficiles dans le courant des 2 saisons, mais là, avec 11 buts en si peu de matchs, là, il retourne à son niveau qu'on l'avait vu avec Reno il y a quelques années. A vraiment incarné le renouveau de Charlotte parce que malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais Charlotte a fini premier de son groupe. Personne ne les attendait là après une saison difficile la saison dernière. Et non, il a incarné le renouveau de Charlotte avec Brandon Miller qui était déjà là, mais qui a été parfait en tant que gardien. Et par après, Rufat Dadashov s'est quand même bien acclimaté à la USL, lui qui vient d'Europe. C'est un international à Azerbaïdjan. Azeri. Merci, Adi. Et donc, c'est ça. J'avais hâte de le voir aller. C'est pas le genre de signature qu'on voit en USL d'habitude. Et par après, rapidement, Tyler Pasher, qui veut signer en USL, en MLS, je pense qu'il est prêt. Cameron Lancaster reprend en confiance. Est-ce qu'il va rester à Louisville ou est-ce qu'il va aller à Nashville prochainement? On ne le sait pas, mais vraiment, il a aidé grandement Louisville. Et par après, pour finir avec Foster Langsdorff, je me demande si Parton n'aurait peut-être pas dû le signer pour en équipe première parce que vraiment, il enchaîne les buts à chaque saison. Donc, vraiment, là, c'est une belle signature de Reno. Et c'est en grande partie pourquoi ils sont premiers dans la ligue. Ouais, non, effectivement, ils sont premiers dans la ligue à cause de ça. Et du côté des joueurs qui donnent les passes décisives, tu parlais un peu de Salomon Asante avant, comme quoi c'était le meilleur buteur, le meilleur passeur de la ligue l'année passée. Cette année, il est quand même aussi meilleur passeur, hein, avec 9 passes décisives. Donc, oui, il était peut-être plus calme en termes de buts marqués, mais il est quand même là, hein, au sommet des classements des passeurs. On a juste à côté Kenardo Forbes avec 8 passes décisives. Cristiano François de Reno, l'ancien du Fury d'Ottawa, qui est là avec 7 passes décisives. Danny Barrera aussi avec 7 passes décisives. Et le Français Antoine Opno avec Louisville City avec 6 passes décisives. Est-ce que ces joueurs-là, pour toi, ce sont vraiment les créateurs d'excellence dans cette USL Championship? Et est-ce que c'est eux qui vont aider ces buteurs-là à venir et à créer des chances pour les buteurs afin d'aider leur équipe à s'imposer dans ce genre de match-là? Est-ce que tu penses qu'ils ont les épaules assez larges pour y arriver? Oui, en fait, les 3 premiers, on est habitué de les voir aussi haut, Asante, Forbes, François. Je crois que Openo a peut-être vécu des saisons un peu plus difficiles lors des dernières années, mais vraiment est revenu au plus haut niveau cette saison. Donc, je pense que c'est bien de le voir aussi haut. Personnellement, moi, je sais de quoi qu'il est capable et ça ne me surprend pas de le voir à cette cinquième position. Et du côté de Denis Barrera, vraiment, c'est un joueur qui est arrivé en USL la saison qui est quand même un vétéran de la USL, est arrivé en 2015, mais moi, je l'avais jamais vraiment remarqué comme étant un des meilleurs joueurs de la ligue. Mais cette saison, il a vraiment incarné vraiment cette montée en puissance de Hartford. On se souvient, Hartford, la saison dernière, ça avait été une des pires expansions de l'histoire de la ligue.
avec vraiment peu de matchs. Et cette saison, ils ont été parfaits avec 11 victoires, 3 défaites et 2 nuls. Ils ont même réussi à dépasser Pittsburgh dans le groupe F. Donc, vraiment, ils ont très bien fait. J'étais vraiment surpris. Honnêtement, je ne les voyais pas aussi haut. Je pensais que les Red Bulls allaient faire partie du top 2 avec Pittsburgh. Mais non, c'est Hartford qui a passé. Et c'est en grande partie grâce à Danny Barrera. Vraiment, c'est un joueur que j'ai découvert cette saison. Et vraiment, s'il continue comme ça, je dis ça souvent, là, mais il y a quand même beaucoup de potentiel. Malheureusement, il est âgé de 30 ans, donc je pense pas qu'il va signer en MLS de sitôt, mais vraiment, il y a moyen de vraiment se faire plusieurs belles saisons avec Hartford, là, parce qu'il y a quand même un peu de temps devant lui, là. Non, effectivement. Donc voilà pour cette saison de USL et ces playoffs-là. Petite comme ça, on va un peu mettre Anthony sur le dur. On va le mettre un peu devant un challenge vraiment comme ça que j'ai inventé tout de suite maintenant. Pour toi, qui sont les finalistes? Les finalistes, OK. C'est difficile, hein? Ça va. Ben, je pense que dans l'Est, j'ai vraiment l'impression que dans l'Est, j'aurais envie d'y aller avec Pittsburgh parce que c'est vraiment une équipe que je trouve que leur solidité défensive est vraiment incroyable. Et je pense que c'est ça qui va les mener à la finale, mais ils affrontent Louisville dès le départ, donc ça se peut que ma prédiction soit complètement morte à quand le podcast va sortir, parce que Louisville, on sait qu'en play-off, des fois, ils font des miracles. Et du côté de l'Ouest, vraiment, je pense que Phoenix arrive dans ces play-offs avec peut-être le moral à bas après tout ce qui s'est passé. Et Reno, j'ai toujours aimé ce qu'ils ont fait. Leur affiliation avec San Jose est très bonne. Ils arrivent tout le temps à sortir des lapins de leur chapeau. Vraiment, ils ont beaucoup de joueurs de qualité qui partent à chaque saison et se renouvellent. Donc, avec la saison qu'ils ont fait là, je miserais sur une finale Pittsburgh-Reno. Pittsburgh-Reno. Donc, pour toi, si je comprends bien, on aura un premier vainqueur pour la USL Championship parce que Pittsburgh et Reno n'ont jamais gagné ce championnat-là. Donc, pour toi, on aura un nouveau... quelqu'un qui va inscrire son nom sur le palmarès pour la première fois de son histoire, non? Exactement. Et du côté, c'est ça, du côté il faut dire aussi que Reno a déjà été, je pense, finaliste, si je me trompe pas, à un moment donné, ou c'est plutôt Pittsburgh qui a été, Pittsburgh a été champion de l'Est l'année passée. Mais pas de finaliste lors des playoffs, malheureusement. Donc, on va voir ce qui va se passer. On va garder un œil là-dessus. Je sais que toi, surtout, tu vas garder un œil là-dessus. Puis, on vous gardera au courant, nos chers auditeurs, sur ce qui se passe lors de ces playoffs de USL Championship. Anthony, merci beaucoup d'avoir fait part de ton expertise aujourd'hui. Merci à toi d'avoir animé de main de maître. On essaye le plus possible. J'espère que ça vous a plu, mes chers auditeurs, pour de ce nouvel épisode de Culture Soccer. N'hésitez pas à partager notre contenu, à en parler, mais aussi à aller sur notre site web culturesoccer.com pour lire plusieurs articles concernant tout le soccer en Amérique du Nord, en passant par les ligues inférieures américaines, la MLS, la USL Championship et aussi le Canada au complet, que ce soit la Canadian Premier League et même de temps en temps les divisions inférieures, sans oublier le college soccer et le soccer féminin. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Soccer.